considérable. Ça, il faut en être conscient. Ça nous paraît normal, évidemment, à nous archivistes, mais c'est considérable. Et ça a été très difficile à obtenir lors de la négociation du règlement européen, tant l'intérêt des générations futures pèse peu par rapport à l'intérêt des personnes vivantes aujourd'hui. C'est ça, en fait, dans la balance. Hein. Quand nous, on arrive avec nos problèmes archivistiques, historiques, statistiques, c'est pour les générations futures. Or, le texte initial du RGPD et puis le texte global du RGPD adopté, c'est essentiellement pour protéger les personnes aujourd'hui vivantes, les personnes physiques. Donc nous, en particulier, comme citoyens. Donc ce sont des dérogations exceptionnelles. Donc il faudra qu'on soit responsable. On a parlé tout à l'heure de responsabilité. Voilà, je vais juste en terminer. Je vois que Céline me fait un petit signe sur les archives privées. Alors, les archives publiques sont couvertes par l'article 89 et l'article 12 qui va changer, mais en tout cas, comme l'article 12 modifie l'article 36 de l'informatique et liberté, donc du futur article, de l'article 36 de l'informatique et liberté, c'est cet article-là qui va compter au final après adoption. Ce n'est plus l'article du projet de loi actuel. Alors, pour les services d'archives privées, ils ne relèvent pas des traitements à des fins archivistiques d'intérêt public, même s'ils présentent un intérêt public, ça c'est pas remis en cause, mais ils n'ont pas d'obligation légale de conserver des archives définitives historiques. Par contre, ils peuvent bénéficier des dérogations associées au traitement à des fins historiques, statistiques et scientifiques, comme les services publics d'archives bénéficiaient avant, dans l'article 36, de cette dérogation-là. Puisque, initialement, dans l'article 36, il n'y avait pas cette notion de traitement à des fins archivistiques d'intérêt public. Il n'y avait que la finalité historique, statistique, scientifique. Et les archives publiques, les archives en général, publiques ou privées, étaient rattachées à ça, évidemment. Donc les services des archives privées, définitives, sont protégés par ces finalités historiques, statistiques, scientifiques. Et c'est elles qu'il faudra invoquer, en tout cas pour ceux d'entre vous qui travaillent dans le secteur privé. Et donc il y a des dérogations qui ont été signalées tout à l'heure. La seule différence, alors il y a 2 dérogations qui n'existent pas. Alors pour les dérogations supplémentaires que nous avons, la dérogation dans notification, c'est notamment une notification en cas de destruction après demande de la personne intéressée, etc. Donc en fait, cette dérogation n'avait pas beaucoup de sens pour les archives, dans la mesure où on avait obtenu d'autres dérogations qui étaient complètement connectées à celle-ci. Et pour ce qui est de la portabilité, c'est ça, la portabilité, dans la mesure où les archives numériques que collectent les services d'archives ne sont pas dans leur contexte logiciel initial, on aurait eu les plus grandes difficultés techniques à faire valoir le droit à la portabilité tel qu'il est conçu en langage informatique et liberté, en droit informatique et liberté. C'est la raison pour laquelle on y déroge. Mais alors l'autre différence pour les archives privées, c'est que autant on peut s'appuyer sur un corpus normatif extrêmement dense et riche et qui paraît suffisant pour les archives publiques, autant il n'existe pas pour les archives privées, si bien que là, il y aura un décret. Le décret est en cours de rédaction et il devra paraître au journal officiel avant le 25 mai, comme la loi, en cours d'examen, donc avant l'entrée en vigueur du RGPD. Et c'est ce décret qui mentionnera les conditions et garanties appropriées. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup. Du coup, avec l'exemple de Saint-Gobain, Laurent Ducol vous propose une illustration de la mise en œuvre du RGPD, de la conformité à la réglementation sur la protection des données à caractère personnel dans le cadre d'un service d'archives privé. Alors, rebonjour à tous, ou pour ceux qui étaient là tout à l'heure. Alors, dans le cas de Saint-Gobain Archives, il s'agit d'une filiale, non pas d'un service d'archives, mais d'une filiale d'un groupe français. Donc, de fait, s'appliquent à nous ces textes en tant qu'entreprise. Et donc, de fait, en tant que directeur du GIU, j'ai eu à le déployer au-delà du fait que je suis archiviste de métier. Donc, c'est dans ce contexte-là que vous allez le découvrir. Mais ça peut s'adapter tout à fait, comme le disait Céline tout à l'heure, à votre activité de service d'archives, puisque vous allez voir, vous recoupez certainement un certain nombre de préoccupations. Donc, c'est une co-intervention. Je vais vous présenter la personne avec laquelle je l'ai préparée.
Je vais vous expliquer cette démarche de mise en conformité. Et puis pour le coup, le cas des archives historiques, qui vient d'être un peu, pour le coup, pour lequel effectivement nous serons rassurés s'il y a effectivement cette prise de décret. Néanmoins, je vais quand même vous parler de la réflexion de nos juristes qui ont tout à fait conscience de cette difficulté. Mais nous avons fait cette notion, alors j'ose pas dire d'éternité, mais nous avons fêté nos 350 ans et donc on n'est pas du tout dans cette idée qu'elles sont remises en cause. En revanche, on est plus dans cette idée où on veut accompagner la CNIL dans cette réflexion pour bien leur faire comprendre tout cet intérêt. Mais a priori, ces démarches risquent de ne pas avoir lieu d'être si effectivement nous sommes couverts. Je l'ai préparé avec une juriste qui a un profil très particulier puisqu'elle vient de la CNIL. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir travailler avec quelqu'un qui était au cœur du sujet, notamment parce que c'était une personne liée à l'autorité de contrôle. Alors je dirais qu'il y a 2 points particuliers. D'une part, c'est une personne qui vient de la CNIL. Pourquoi ? Parce que Saint-Gobain a bien compris l'enjeu et donc elle a recruté son profil directement là où il le fallait. La deuxième chose, c'est qu'elle m'a demandé aussi de signaler, alors un point que je connaissais moins, c'est qu'elle est aussi membre du jury de l'ISEP, qui est a priori aussi quelque chose d'assez porteur, c'est l'école de l'ingénieur du numérique. Ce qui fait qu'elle est aussi très ciblée données numériques, et ce qui m'aide beaucoup, ce qui nous aide beaucoup dans le cadre de notre outil d'archivage électronique. Le groupe Saint-Gobain, juste une slide rapidement, pas pour faire trop de pub, mais plutôt pour vous inciter à regarder 2 chiffres, et il en manque un 3e. Donc 650 entités à travers le monde, dans 30 pays. Donc la problématique pour nous est très large. Le chiffre juste à côté, qui est notre chiffre d'affaires, alors c'est en milliards d'euros, et donc 4%, voilà le montant de ce que nous risquons si nous ne sommes pas conformes. Donc c'est à peu près 200 millions d'euros, si vraiment on allait jusqu'au bout de la démarche. Donc évidemment, c'est la première chose qui fait qu'on réagit. L'autre chose étant évidemment aussi la réputation, puisque nous avons beaucoup d'actions en cours et on tient absolument à ce qu'elles soient reconnues à cette occasion-là si jamais nous étions concernés. Cela dit, nous avons aussi conscience que les premiers ciblés seront surtout des structures autres que notre groupe qui parfois manipulent vos données, créent des pages Internet ou que vous alimentez parfois avec vos informations personnelles vous-même. Chronologie de mise en conformité, pour vous dire concrètement comment ça s'est passé. Nous avons reçu l'information de façon très large. Tous les directeurs des sociétés concernées ont reçu un mail d'information avec les enjeux et les deadlines. Alors, je profite juste du mot deadline pour vous dire que j'ai quelques mots anglo-saxons que je traduirai. Néanmoins, c'est aussi mon contexte, puisque nous sommes 179 000 et que 40 000 en France. Donc, mon périmètre, enfin en tout cas le périmètre des enjeux est quand même beaucoup plus large. Nous avons lancé et eu comme date limite d'analyse de nos traitements par société avant le 30 novembre. Pourquoi le 30 novembre ? Pourquoi cette différence entre juin